Shakespeare, on a aussi perdu une forme de liberté de penser et de liberté d'explorer. Car en 1616, l'Inquisition et le pape décident d'interdire la théorie de Copernic, qui ose prétendre que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, non pas le contraire. Il se trouve qu'il va devoir, donc quelques années plus tard, s'abjurer. Galilée va devoir quelques années plus tard s'abjurer, lui qui est convaincu donc, de cette théorie. Mais il échappe au bûcher de peu grâce aux dominicains, qui disent méfiez-vous, parce que peut-être avec sa lunette astronomique qu'il a développée et qu'elle a tellement bien, parce qu'il vient quand même de dessiner la Lune et ses cratères, qu'on vient de découvrir, peut-être qu'il va dire la vérité et après on passera vraiment pour des cons. Donc il échappe de peu au bûcher, mais on tenait, voilà, parce que vous avez vu que ce festival, il est quand même sous l'égide évidemment du cinéma, des cinéastes, des réalisateurs, mais aussi des chercheurs. Donc on avait envie aussi un petit peu de rendre hommage à Galilée, peut-être premier cinéaste, qui avec son téléobjectif, son cerveau, a réussi à dessiner quelque chose. Donc toutes les personnes qui, à travers des instruments, observent le monde, téléobjectif, caméra, aussi masque de plongée, eh bien c'est à eux que ce festival est dédié. Parce que ce sont tous ces gens-là, scientifiques, cinéastes, acteurs, artistes, qui nous aident à explorer le monde, à le comprendre un petit peu mieux, en avoir moins peur et espérons-le l'améliorer. Bon festival. Donc, pour vous présenter donc, le film L'Odyssée, donc François Sarano était chef d'expédition du commando Cousteau sur la très très célèbre Calypso. Il va vous en parler. Il a été aussi sur le film la doublure sous-marine palmée et masquée de l'acteur principal. Et M. Christophe Fesson a été le réalisateur de toutes les séquences sous-marines. Il est très heureux de vous avoir avec nous. C'est nous qui sommes très émus d'être avec vous. Merci. Au nom de toute l'équipe qui a permis de réaliser l'Odyssée, au nom de tous ceux qui ont partagé les explorations du commandant Cousteau, merci. C'est pas un merci de circonstance. Parce que ces aventures, ce film, c'est vous qui lui donnez un sens. Ces aventures, ces expériences, elles ne prennent leur sens que maintenant, lorsqu'elles sont partagées. C'est valable pour l'Odyssée. Jérôme Salle serait fou de joie d'être parmi vous. Tous les acteurs seraient fous de joie. Parce que quand on réalise ça, c'est en pensant à vous. À vous. Quand on était sur la Calypso, c'était en pensant que demain, on allait témoigner de ces richesses extraordinaires que nous découvrions sous l'eau. C'était en pensant, encore une fois, à vous. Donc c'est maintenant que c'est important. Aussi important que quand on était sur la Calypso. Deuxième chose, j'ai entendu tout à l'heure, explorer. Explorer, Cousteau nous a donné la chance d'explorer. Qu'est-ce que ça veut dire explorer? C'est d'avoir le temps de se perdre, sans rentabilité. On ne cherchait pas à savoir si on allait trouver quelque chose. On se donnait à fond avec gourmandise pour aller voir ailleurs, dans notre plus grand territoire, l'océan que Cousteau nous a légué, car c'est lui qui a ouvert ce monde. Alors, au nom de tous ceux qui ont participé à ça, merci. C'est très difficile de passer après François qui a une verve indépassable. Est-ce que tu es aussi souple? Non. Mais en 2-3 mots, pour un technicien, un artisan du cinéma, un film, c'est une vie qui s'ouvre, et c'est une vie nouvelle, c'est une plongée, une immersion dans ça dépend évidemment du sujet du film, mais dans un événement, dans une période historique, dans... Pour les techniciens qui ont travaillé sur ce film, ça a été de quelques semaines à plusieurs mois d'une espèce d'immersion dans l'univers Cousteau. Ça a été la confrontation à la mer, ça a été la confrontation au bateau, on a été un certain nombre à passer un nombre d'heures sous l'eau qui est assez important. Et chacun a dû s'efforcer de comprendre et de se pencher sur l'héritage de Cousteau, de comprendre l'homme, sa vie, son action, sa relation au monde, ses choix, ses antagonismes.
En tout cas, tous les membres de l'équipe sont temporairement devenus des membres de l'équipe, des invités de la Calypso. Cette expérience, cette immersion, a représenté une tranche, une vie d'autant plus extraordinaire que quelques anciens de l'équipe Cousteau ont accepté avec enthousiasme de nous aider dans ce voyage en nous guidant, en contribuant à révéler un esprit. Ils l'ont fait avec tout l'amour que Jacques-Yves Cousteau leur a inspiré, avec une grande générosité, beaucoup de patience, et dans la logique de la mission que s'était fixé Cousteau, découvrir, transmettre, partager, aimer, faire aimer. Après avoir vécu ces mois extraordinaires et intenses, nous espérons, faisons le vœu que le film que vous allez voir ce soir soit à la hauteur des émotions que Jacques Cousteau, par sa vision du monde, nous a permis de ressentir et nous a léguées. Je veux dire une chose, les scènes sous-marines que vous allez voir, merci Christophe de nous les avoir offerts, parce que partager avec toi des plongées, c'était moi me replonger avec mes amis de la Calypso, et c'était époustouflant. Parce que Christophe, c'est celui qui a été le plus sous l'eau de tous les plongeurs que vous allez voir là. Hein? De 8h du matin à 8h du soir, il était derrière son œilleton à nous diriger. Non, non, c'est pas bon, ça tu te mets là. Ça c'est bon, ça. Alors, merci Christophe, tu m'as fait revivre le bout de Calypso. À l'issue de la projection, bien évidemment, vous aurez le plaisir de pouvoir à nouveau converser, écouter, mais aussi poser des questions, hein, voilà, à la fois donc, à François et à Christophe. Et je vous rappelle, avant de passer à la date qui est très importante, je vous rappelle que ce film étant une avant-première, toutes les avant-premières sont soumises au vote du public. Donc vous avez peut-être reçu des petits bulletins sur lesquels vous pouvez choisir une note que vous cochez et que vous déposez dans l'urne en sortant. C'était il y a 2 ans, Géronimo, il y a 2 ans, on accueillait le film de Tony Gatliff, Géronimo, et on avait le grand plaisir d'accueillir Montélimar, un comédien qu'on aime beaucoup, qui a été absolument charmant, qui était Vincent Hénel, et qui a un rôle important dans le film. Vincent n'est pas parmi nous malheureusement ce soir, pour une raison d'un grave accident qui l'a frappé, mais il a envoyé une lettre donc, que François va vous lire. Donc Vincent Hénel, c'est celui que vous allez découvrir, qui incarne Albert Falco. Albert Falco, le plus grand plongeur de tous les temps, et capitaine de la Calypso. Vous le voyez en photo là pendant le festival de l'écrit à l'écran il y a 2 ans. Chers amis, chers festivaliers, nous nous sommes connus il y a 2 ans, lors de la projection de Géronimo, de Tony Gatliff. J'avais passé avec vous un merveilleux moment, et il reste jusqu'à présent gravé dans mon cœur, gravé dans ma tête. Ce festival de l'écrit à l'écran est un véritable régal. Régal pour les cinéphiles, régal pour moi. Et j'en garde un souvenir bouleversant. C'est à nouveau un honneur pour moi que Vanessa Lost me permette de vous adresser ces quelques lignes, car j'aurais voulu être avec vous ce soir. Je suis terriblement heureux que vous puissiez ce soir assister à la projection de ce film qui est l'Odyssée. Il a été une aventure extraordinaire pour chacun d'entre nous. Et je ne pense pas trahir la parole des membres de l'équipe en vous disant cela. Cela a été une aventure folle, nous emmenant aux 4 coins du globe, la Croatie, l'Afrique du Sud, l'Antarctique, les Bahamas, nous mettant par moments sur les traces du véritable équipage de la Calypso, ce bateau légendaire qui a fait et qui fait toujours voyager petits et grands, au-delà du rêve. Petit, je me rêvais membre de cet équipage, et quelques années plus tard, le cinéma m'a permis de réaliser ce rêve de gosse, de côtoyer ces héros qui bravaient mer et océan pour nous faire découvrir ce monde du silence. En plus d'avoir été une aventure cinématographique pour chacun d'entre nous, cela a été une véritable odyssée humaine. Souvent, nous devions nous adapter au bon vouloir des animaux, et très souvent, le gosse qui sommeille en nous s'arrêtait littéralement de jouer, car des baleines sautaient et dansaient tout autour de nous, nous offrant un spectacle bouleversant pendant plusieurs minutes. Ce film m'a réellement marqué et m'a ouvert encore plus les yeux sur ce monde mystérieux
et terriblement fascinant qu'est l'océan. J'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir et d'émotion à voir ce film, autant que nous à le fabriquer. Je vous invite donc à embarquer à bord de la Calypso pour ce merveilleux voyage qu'est l'Odyssée. J'aurais adoré être parmi vous. Toutes mes pensées vous accompagnent, soyez-en certains. Et je suis ravi que vous puissiez échanger avec ces deux grands hommes poissons que j'ai eu le plaisir de côtoyer et de rencontrer, Christophe Chesson et François Sarano, avec qui j'ai eu la joie de partager quelques souvenirs en tournage, en présence de nos amis les bêtes. Vincent Hennen, avec toute son amitié. Bonjour, merci pour ce film qui retrace une histoire que finalement je connaissais par Paris. On nous avait racolé les bribes entre elles, donc c'est intéressant de voir cette odyssée finalement familiale également. Une remarque, c'est sur finalement le fait de filmer des gens qui filment. Et ça c'est intéressant parce que finalement on a oublié la caméra et on est vraiment avec ceux qui filment. C'est toujours le problème de l'arroseur arrosé. Et c'est cette position-là qui était peut-être difficile à traiter, de filmer des gens qui sont en train de filmer justement et d'être pourtant d'être au cinéma finalement. C'est peut-être ça aussi le cinéma finalement, c'est d'oublier la caméra. J'aimerais un commentaire un peu sur cette position de réalisateur finalement dans l'eau. Je dois dire que c'est un point auquel j'avais pas du tout pensé. En fait, le souci principal, c'était d'essayer de traduire, de transmettre le plaisir qu'on a à être sous l'eau, tout simplement, cette pesanteur. Et la grammaire au sol est très liée à des notions de droite-gauche, de hauteur de caméra par rapport à un regard. Sous l'eau, tout ça n'existe évidemment pas. On n'a pas de référence de sol, on n'a pas de référence de plafond, on n'a pas de référence de mur. Et arriver à traduire cette non-gravité était vraiment le pari, en fait. Et finalement, ce personnage qui filme avec la caméra était plutôt aidant, puisqu'il donne une direction à tous les regards. Mais je veux dire, je ne m'étais pas du tout, à aucun moment, posé cette question-là, si ce n'est que se poser une question qui était celle des droits et des images qu'on pouvait utiliser des origines costauds, de celles qu'on ne pouvait pas utiliser, et on a pris le parti de tout reconstituer, y compris ce qui est dans les écrans. Donc effectivement, c'est peut-être là que cette notion d'arroseur arrosé est intervenue le plus. Oui, deux petites questions. J'ai remarqué dans le film, le bateau, pas marqué le Calypsos dessus, à cause des droits peut-être. Oui, c'est pour des raisons de droit. De même, la Calypso n'a pas de phoné, de même qu'elle n'a pas la plateforme hélico, de même qu'il y a un certain nombre de changements. Effectivement, c'est pour des raisons de droit, puisque The Cousteau Society, comme vous l'avez pu le lire, n'est pas associée au film. Elle n'a pas du tout voulu que ce film se fasse, et donc pour pouvoir le tourner, il a fallu à la fois modifier une partie du matériel et ne pas retranscrire exactement ce qui était le matériel de la Calypso. D'accord. Et deuxième chose, il y a l'Alcyone aussi, on n'en a pas entendu parler dans le film. Ah oui, mais l'Alcyone arrive en 85, après d'ailleurs le naufrage de Moulin à Vent. Le décès de Philippe, c'est 79. Donc il y a des 6 années qui séparent le décès de Philippe de la redécouverte du monde. Ici, vous avez vu la première partie, la grande partie de l'exploration du commandant Cousteau et de son équipe. Et la deuxième partie, qui est d'ailleurs plus tournée vers tout ce qui est touché à l'environnement, eh bien, débute avec l'arrivée d'Alcyone et le second tour du monde de Calypso. D'accord. Merci. Bien que si je ne me trompe pas, le plan d'Alcyone apparaisse très discrètement, il est vrai, dans les ateliers. On en voit l'ébauche. Oui, c'est aussi, il faut savoir que le plan d'Alcyone et surtout des turbovoiles est quand même apparu plus tard. Hein. C'est Bertrand Charrier, qui était directeur scientifique dans la deuxième partie, à partir de 83-84, qui a mis au point avec le professeur Malabar les turbovoiles. Une question ici. Bonsoir. C'est un peu complémentaire, justement, la société Cousteau n'a pas voulu. Vous avez connu commandant Cousteau, moi,
par ce film, je vois une autre facette du commandant Cousteau, hein, qui n'est pas... Bon, il y a les relations père-fils, mais aussi des relations avec son épouse. Vous connaissiez le scénario en amont, et ça vous a pas gêné de faire ce film-là? Alors, ça fait la 3e fois que je vois le film, j'ai encore pleuré une 3e fois. Cousteau est un personnage formidablement complexe. Jérôme Salle a choisi de parler de cette formidable épopée à travers la relation du père-fils, et avec Simone comme personnage un peu plus discret mais central. Et cette relation-là est authentique. J'aurais pris certainement le parti de présenter un Cousteau plus gourmand, plus aimant ce qu'il faisait, la nage, la passion du cinéma. Mais c'était encore une facette différente de Cousteau. Vous auriez fait le film, vous aurez mis une autre facette. Christophe aurait été le seul réalisateur, il y aurait eu encore une facette différente. Pourquoi? Parce que Cousteau est un homme multiple, complexe. Et s'il nous a émerveillés, si la médaille qu'il nous a offerte est colossale, c'est parce qu'il y avait aussi cette partie plus dure, qui est la partie revers, qui est la partie de l'homme d'affaires, de l'homme qui passe, de l'homme qui ne s'arrête pas, never give up, qui se remet de tout, même des épreuves les plus dures, et qui avance. Et cette partie-là est indissociable du Cousteau merveilleux, et personnellement, je retiendrai plus l'autre facette, mais celle-ci est vraie. Donc il n'y a aucune raison de vouloir l'effacer. Elle l'a construit. Cousteau était un homme comme chacun d'entre nous, et même plus fort que ça. Surtout dans les dernières années où le public voyait en lui quelqu'un qui était un peu le sauveur de la planète. Vous savez, quand on arrivait dans un pays étranger, on était reçus avec Calypso comme des amis, comme des gens qui étaient là pour aider. La perception que les gens avaient de Cousteau était bouleversante, bouleversante. Et Cousteau était obligé d'endosser cette chape de plomb qu'on lui mettait sur les épaules. C'était lui l'homme qui devait sauver la planète. C'était lui qui devait aider tout le monde. Et il y a un moment donné où lui-même courait après cette image. C'est pas parce qu'on est homme que l'image qu'on a suscitée et qui fait rêver le monde et qui aide le monde doit être détruite. Les deux sont complémentaires. Et ce qu'il y a de grand dans ce film, c'est qu'il montre justement que c'est un homme faible qui a réussi le bouleversant. Voilà pourquoi il est intéressant. C'est aussi qui montre la conversion. Cousteau, il est parti, comme il le dit, conquérir la planète. Il est parti conquérir l'océan. Il est parti lui faire rendre gorge. Ça, c'est intéressant. Parce que sa conversion, elle est venue du terrain. On ne naît pas environnementaliste, on ne naît pas écologiste. On le devient par la force des choses. Et c'est ça qui est bouleversant. C'est pas un théoricien, Cousteau, c'est un homme de terrain. C'est un homme qui a vécu les choses pendant 50 ans. Il faut réaliser ce que c'est. 50 ans autour du monde, 50 ans à mener des équipes. Mais il en faut de l'énergie. Et cette énergie, nécessairement, parfois, elle est dure. Et s'il n'avait pas été dur, nous ne serions pas là. Nous ne serions pas du tout là, on n'en parlerait pas. Il en faut du courage pour faire ce qu'il a fait. Bien sûr, c'est difficile quand tout d'un coup on licencie des gens. Et de se relever. Mais pourquoi? Pourquoi se relever s'il n'y a pas loin devant, une vision? C'est ça qui nous a laissé, c'est ça qui nous a offert. Voilà pourquoi le personnage, qui est, c'est vrai, parfois un peu dur, hein, il y a des fois il dit, bah, Jérôme, ça n'a aucune importance. Ce qui nous laisse est plus grand que ce qu'il était. Je crois que Cousteau est réincarné, j'ai bien l'impression. Lambert Wilson l'incarne remarquablement. Et s'il y a quelqu'un, je m'excuse, il y a quelqu'un qui est bouleversant, c'est Audrey. Et je peux vous dire que, je ne sais pas, ceux qui ont été sur la Calypso et qui l'ont vue surtout sur la fin, moi je ne l'ai pas connue quand elle était jeune, je l'ai connue que sur la fin de sa vie, c'est elle. C'est bouleversant.
dans la petite cabine quand Cousteau il est allongé sur sa banette et clic, clac, clic, clac. C'est fou, c'est ça. Vous ne pouvez pas vous imaginer comme, même si les détails ne sont pas vrais, authentiques, hein, l'ambiance, quand il saute des zodiacs, quand on entend le bruit des moteurs, je vous garantis que c'était... J'étais sur le zodiac. Là, je parlais de vous. Oui, pour revenir à un aspect plus cinématographique, c'est vrai que finalement, dans le milieu aquatique, on comprend bien la parabole, l'homme vole, et l'homme est beaucoup plus libre que sur Terre, finalement, de ses mouvements et de plein de choses. Alors du coup, c'est intéressant le retour qu'il faut faire systématiquement sur la Terre ferme, parce que c'est ça aussi votre film, passer du milieu aquatique au milieu terrestre. Ce retour n'est pas toujours évident à faire, et il ne doit pas choquer comme quelque chose, comme un montage qui serait mal fait. Alors du coup, j'ai l'impression qu'au fur et à mesure des scènes, notamment à l'Antarctique, il y a une sorte de déshabillage des décors au niveau terrestre. On a une sorte de minimaliste terrestre qui se raccorde beaucoup plus à cette impression de minimalisme qu'on a aussi aquatique, peut-être. Oui, c'est évidemment très juste, mais ça va aussi dans le sens d'une pensée qui se clarifie, qui se débarrasse du superflu, des détails. Au fur et à mesure que Cousteau avance dans son histoire, sa perception est de plus en plus claire et de plus en plus simple d'une façon. Et c'est effectivement une façon très efficace de l'exprimer. Même si c'est haut, je me déplace. Hein. Oui, vous parliez des détails authentiques ou pas, alors... juste pour l'anecdote, les deux otaries, c'est vrai ou c'est simplement pour créer une ambiance? Avec deux otaries, c'est vrai, Pepito et Cristobal, c'est vrai, elles auraient été libérées dans les Caraïbes. Mais, encore une fois, remettons cette aventure dans son contexte. Les années 60, c'est le cœur de la chasse à la baleine. Hein. Il faut savoir qu'à ce moment-là, les cachalots, les baleines, on en tuait des centaines de milliers. On est dans un autre monde. Donc, deux otaries de plus, la chasse était ouverte aux otaries. Je veux dire, ça n'offusquait personne. Personne. Donc, capturer deux otaries pour en faire un film, c'était de l'ordinaire. Hein. On était à l'époque de Flipper le dauphin. On était à l'époque des monteurs d'ours encore. Encore une fois, il faut comprendre qu'on part de très loin en matière de conscience environnementale. Et Cousteau en avait déjà un embryon. Il faut savoir qu'en 61, parce que je remets quand même un petit peu les choses dans leur contexte, c'est pas tout à fait que Philippe qui l'a amené à réfléchir à ça. Mais en 61, Cousteau se couche sur les rails d'un train qui amenait des déchets nucléaires en Méditerranée. Donc déjà là, il avait pris conscience qu'on ne pouvait pas faire n'importe quoi avec les océans. Mais ça ne paraissait pas extraordinaire, et l'aventure de Pepito et Cristobal, et vous le voyez d'ailleurs, à un moment donné, il y a deux jeunes femmes qui viennent faire dédicacer à Cousteau, qui dit « Formidable Pepito et Cristobal », le film a eu un succès d'enfer, formidable. On était à ce moment-là, encore une fois, c'était Flipper et Dauphin. Après ça, on se rend compte de l'absurdité de la chose. Mais c'est parce qu'on a du recul. Et qui nous a donné ce recul? Cousteau. Les problèmes les plus difficiles, toute la partie correspondant à la jeunesse des enfants, les Cousteau plongeaient en maillot de bain, enfin c'était la guerre quand il a commencé à plonger, il n'y avait pas encore de combinaison, et puis ils étaient particulièrement résistants, ils plongeaient en apnée puis à la bouteille tous les mois de l'année, été comme hiver. Et on a rencontré pourtant des conditions qui étaient optimales, puisqu'on a rarement plongé en dessous de 20 degrés, peut-être 19 un jour. Mais la capacité de résistance de l'organisme est... 16 sur le Sherwen. Oui, d'accord. Mais la capacité de résistance physique est très très courte, bien sûr, dans des conditions pareilles. Alors, hier, j'étais avec le petit-fils du commandant Taïès, qui me racontait une anecdote. Taïès, donc l'un des trois mousquetaires, a été sauvé par son chien de l'hypothermie, parce que plongeant tout nu, il s'est évanoui au moment où il sortait de l'eau, et c'est son chien qui l'a sorti de l'eau et qui s'est couché sur lui et qui l'a sauvé. Et si vous regardez de temps en temps des vieux films, Cousteau, là, on peut encore en trouver, Épave et tout ça, vous les voyez après la plongée se réchauffer près du feu de bois, et j'ai des images du Grand Pont Glou où, là encore,
il faisait très froid, et grelottant dans des duvets près d'un feu de bois après. Ce qui fait que ces gens-là étaient formidablement résistants, mais quand même, ils souffraient du froid. Mais c'est vrai que on a du mal à imaginer dans quelles conditions ils ont exploré. Il fallait qu'ils en aient envie, il fallait une gourmandise. C'est peut-être ça, on le sent quand on arrive en Antarctique, cette sorte d'envie d'explorer. Il y a des moments où on se dit, mais il faut y aller, il faut qu'on sorte de ces salles, il faut y aller tout de suite, là. Ben, il fallait que ça tenaille le ventre au début, parce que c'était dur, mais ils étaient gourmands. Oui, non, mais je peux parler comme ça. Les gens qu'on vous entend. Je voulais demander s'il y a une continuité dans... Oui, je voulais demander s'il y a une continuité, non pas dans la Calypso, parce que je crois qu'elle n'habite plus, non, mais est-ce qu'il y a encore des équipes qui continuent ce travail que vous nous avez montré là dans le film? Alors, il y a aujourd'hui des milliers, je dis bien des milliers de personnes qui œuvrent pour mieux faire connaître l'océan et puis pour poursuivre cette idée qu'il faut le protéger. Avec Patrice qui est ici, Véronique, nous avons monté une association qui s'appelle Longitude 181 qui s'occupe de préservation de l'environnement marin et d'un partage plus équitable de ces richesses. Il y a d'autres associations. C'est vous qui devez nous donner vos voix pour dire qu'il faut protéger l'océan. En deux mots, lorsqu'on voit Cousteau qui dit « on n'a pas besoin d'eux », on va faire appel à chacun d'entre nous. Eh bien, lui, le premier, il s'est levé en disant « c'est vous, c'est vous, c'est vous qui devez dire que cet océan est important ». C'est ce que nous disons aujourd'hui. Rejoignez des associations de l'environnement et vous donnerez à la protection de votre patrimoine, c'est le vôtre patrimoine, toute la force nécessaire. Et c'est ce que Cousteau a fait, il a reçu des milliers d'aides. Vous savez combien la pétition antarctique a reçu de signatures? 1 million. Il n'y avait pas Internet à l'époque, hein. C'était pas Avaz machin, hein. C'était des lettres. Ça marche lorsqu'on se lève, ça marche lorsqu'on le dit. Le premier combat qu'on a fait avec l'association, Longitude 181, on a reçu à l'époque, en 2003, 40 000 signatures papier pour sauver les requins de Polynésie française qui étaient menacés de finning et qui devaient disparaître. 40 000 signatures, et tous les jours on allait à la boîte aux lettres et on mettait les lettres pour le gouvernement polynésien. Il a cédé et les requins de Polynésie pouvaient aller plonger avec eux maintenant. Ils sont préservés, ils sont sauvés, ils sont considérés comme patrimoine dans tout le territoire de la Polynésie française. C'est vos voix qui ont permis ça. Il ne faut pas simplement penser que un homme va se lever, c'est fini l'histoire d'un homme qui se lève. C'est fini. C'est vous qui devez vous lever. Et si vous vous sentez trop seul, rejoignez Longitude 181. Rejoignez les associations. Mais je ne blague pas. Je ne blague pas. On a trop tendance à dire, hein, je suis trop seul, je ne sais pas quoi faire. Vous ne savez pas quoi faire? Donnez une voix. Donnez votre voix. Votre voix est importante. Je le crois vraiment. Il n'y a pas simplement trier ces choses, c'est important. Il n'y a pas simplement convaincre son frère, il n'y a pas simplement convaincre ses amis, il faut à un moment donné se lever. La démocratie, c'est ça. C'est pas simplement un bulletin de vote, c'est aussi de dire tous les jours le monde qu'on veut offrir à ses enfants. C'est tous les jours dire, ok, en se levant, quelle est mon étoile polaire? Quel est le monde que je veux donner à mes enfants demain? Loin, je sais que je ne l'atteindrai pas, mais au moins je vais dans cette direction. Levez-vous. Mais je vous le dis, levez-vous. Ça coûte. Quand on est le soir, quand on est les week-ends en train de travailler sur telle ou telle chose pour préserver, ça coûte. Mais au moins, on marche lentement, mais on marche dans la bonne direction. Dans la direction auquel vous croyez, dans laquelle je crois. Donc je vous dis de faire la même chose parce que c'est riche, vous en serez heureux. Oui. Est-ce qu'il reste une dernière question, une dernière intervention avant de remercier et d'applaudir? Oui,
Pas trop me parler, mais bon. Alors justement, revenons au tout début. Pourquoi ce film a été fait? C'est pas le Cousteau Society qui a été demandeur, d'après ce que j'ai compris. C'est vrai que Cousteau a beaucoup souffert de réputation, qui s'est dégradée au fur et à mesure, et c'est vrai que ce film nous montre que finalement c'était un homme dans ce contexte également, qui est important pour comprendre comment il agit avec les pétroliers, entre autres. Mais d'où vient l'idée de faire un film maintenant sur Cousteau? Je peux que répondre ce que je sais de ce que m'a dit Jérôme Serre de son désir. Lui, comme moi, on doit avoir à peu près le même âge. Nous sommes des enfants des émissions Cousteau, des héritiers de ces émissions. Elles ont bercé notre adolescence. Et il y avait là un rendez-vous hebdomadaire auquel on ne dérogeait pas. Et force est de constater, j'ai 3 enfants, ils ne savent pas qui est Cousteau. Cousteau est à ce tournant de l'évolution de l'histoire où il peut devenir un personnage historique ou tomber dans l'oubli. Il ne faut surtout pas qu'il tombe dans l'oubli, il nous a laissé un héritage extraordinaire et son regard sur le monde est inouï. Enfin, il faut absolument que tout le monde sache, il faut absolument que tout le monde connaisse cette histoire. Et je pense que le fond de l'histoire était celui-là. Le film a une histoire très longue puisque je pense que Jérôme a commencé à caresser l'idée de faire ce film dès les années 2000. Il a mis 15 ans en gros pour le faire. Et quand il a commencé à vouloir faire ce film, sa connaissance de Cousteau, de son histoire, était assez faible, assez médiocre, et il était parti sur l'idée d'un film d'aventure, un film probablement comme les Américains l'auraient fait, un biopic très très actif, avec beaucoup d'action, et au fur et à mesure qu'il avançait, il s'est un petit peu écartelé entre 2 voies. Il avait commencé à écrire un film qui était celui-là, et dont l'écriture se poursuivait, alors qu'au fur et à mesure qu'il pénétrait dans le monde de Cousteau, qu'il connaissait l'histoire, et il a passé beaucoup de temps à rencontrer les héritiers, les anciens de la Calypso, au fur et à mesure que son savoir sur Cousteau et la façon dont Cousteau envisageait son aventure changeait, il s'est aperçu petit à petit qu'il était sur une mauvaise piste. Et ce film, qui était très aventureux, a failli se faire à un moment, sauf qu'il était évidemment très cher, et qu'il ne correspondait plus à son désir. Et à un moment, il s'est dit, je fais une erreur, il faut que j'arrête. Et il a temporairement, enfin à l'époque il ne le savait pas, il a abandonné le film purement et simplement. On parle de 2011, on avait commencé à travailler à la préparation de ce film, mais il a pris le parti de l'abandonner. Et un an et demi après, il s'est réveillé un matin en disant, voilà, je voulais raconter l'histoire de Cousteau dans le point de vue de Cousteau, je crois qu'il faut que je le raconte dans le point de vue de Jean-Michel. Et ça a tout d'un coup complètement changé la perspective, et le film est devenu beaucoup plus un film intime, beaucoup plus un film infiniment plus poétique, en tout cas dans ma perception, que le précédent, et le film s'est monté presque tout de suite. Bon, merci beaucoup François, merci beaucoup. Merci beaucoup.